That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. C'est une émission exceptionnelle, donc d'habitude quand je commence une émission, je dis micro-ciné, bonjour, mais là je vais dire c'est exceptionnel, je suis très content de recevoir mon invité d'aujourd'hui parce que c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 11, 12 ans. Lui, il est toujours aussi jeune et moi je suis, 3 points de suspension comme on dit. Mon invité, il est cinéaste, c'est déjà très bien, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir, c'est pas si évident que ça, et c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 12 ans, parce que des films, je vais les citer de mémoire, Lila, La Nuit de Badr, Tala mon amour, et aujourd'hui Amel et les Fauves, qui sort le 26 avril. Et mon invité, c'est Mehdi Emili, il est cinéaste, il est tunisien, mais il est cinéaste d'abord et tunisien ensuite, et on en parlera ça aussi. Et je suis très content qu'il ait accepté de venir en plein milieu d'une tournée extraordinaire. Et on se tutoie parce qu'on se connaît. Comment vas-tu? Merci Samir, je suis très 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 content de te retrouver après tant d'années. À travers les films, voilà, on arrive toujours à garder contact et par l'amour du cinéma qu'on partage tous les deux, je trouve. Et voilà, je suis vraiment ravi de faire ton émission. Voilà, j'étais jaloux, voilà, parce que je voyais beaucoup de gens la faire et je me dis pourquoi pas moi. Alors voilà, aujourd'hui je suis content, voilà, je suis ravi. Oui, parce que tu as fait ce film pour passer chez Microciné, nous le savons. Voilà, pour passer chez toi. Voilà. Chez Microciné. Écoute, je vais lire tout de suite, pour ne pas me tromper, parce que je suis incapable. J'ai toujours été très mauvais pour raconter les synopsis des films. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais prendre le synopsis du dossier de presse et ensuite te poser une question très, 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 très paradoxale. Tu vas voir, tu vas comprendre. Alors, le film, c'est Amel est ouvrière dans une usine à Tunis. Son patron la met en relation avec un homme d'affaires qui peut permettre à son fils d'intégrer le club de foot local. Profitant de la situation, l'homme tente d'abuser d'elle. La police les surprend, mais c'est Amel qui est finalement déclarée coupable d'attentat à la pudeur et d'adultère. Et à sa sortie de prison, donc, elle part à la recherche de son fils dans les nuits underground de Tunis, peuplées de prédateurs et d'une jeunesse en quête de liberté. Ma question est la suivante, je te la posais, j'avais un peu posé hors caméra, mais quand j'ai vu ce film, donc, paradoxalement à ce que le film raconte aussi, et ce qu'il dit en filigrane, je t'ai trouvé extrêmement en forme. D'où ma question, comment tu te sens après avoir fait un film comme cela? Je me sens, c'est vrai que ce film est vraiment très spécial. En fait, on l'a fabriqué, on a fini le tournage juste avant le Covid. Du coup, on a eu beaucoup de temps libre pour, tu sais, enfin, tous les cinéastes, ceux qui font des films, peut-être connaissent cette période-là de post-tournage, une période déprimante, où on est triste parce que voilà, on sent qu'on a fait des choses bien, des choses moins bien. Mais ce film-là m'a peut-être aidé à traverser cette période parce qu'il m'a donné beaucoup plus de temps sur le montage. Et puis, quand il est sorti, j'avais le sentiment je m'en suis un peu débarrassé parce que ça raconte aussi des choses très personnelles que voilà, je voulais peut-être le faire et voilà, passer à autre chose. Le fait qu'il a bien circulé dans les festivals, du coup, j'ai été obligé de voyager tout le temps avec le film et d'en parler dans les débats. Et le fait qu'il est sorti en Tunisie, Luxembourg et maintenant en France et bientôt dans d'autres pays, je suis encore dans le film, je me sens bien, un peu fatigué de ce film parce que 5 ans pour un film, c'est un peu beaucoup. Mais malheureusement, c'est un peu la moyenne pour les films un peu de chez nous, les pays du Sud, maghrébins, monde arabe. Mais ça fait du bien, et je pense que j'ai épuisé toute mon énergie. Et bizarrement, quand le film est sorti et les feedbacks extraordinaires, surtout des gens, quand je sors de la salle, je vois tout cet amour et toute cette voilà l'émotion dans les yeux du public, ça me donne énormément d'énergie, quoi. Et voilà, je me sens vraiment en forme, quoi. Cette histoire d'Amel, de son fils, est-ce qu'elle était en toi depuis très longtemps? Depuis toujours, je pense que le premier scénario que j'avais écrit après la sortie d'école de cinéma, ça s'appelait J'irai seul au paradis, ça racontait l'histoire de Momen et de Amel. Après, j'ai réalisé que cette histoire qui m'est personnelle et qui est presque la mienne, méritait encore de mûrir et moi aussi, que je grandisse un peu, que je fasse quelques films avant pour pouvoir attaquer ce sujet et ce film d'une façon un peu plus juste,
voilà, intéressante et j'ai décidé de faire autre chose. Mais profondément, je pense que dans tous mes films, je raconte un peu la même histoire, une histoire d'amour, soit c'est deux amants ou deux amants pendant la Révolution dont elle a mon amour, ou bien l'amour entre une mère et son fils. Et voilà, je suis content de l'avoir fait à ce stade-là de ma carrière. Parce que voilà, je sens que j'ai donné à cette histoire tout ce que je pouvais, financièrement, mentalement, physiquement aussi. Et voilà, je suis prêt peut-être à aller dans d'autres chemins ou essayer autre chose. Mais tu vois, ce qui est assez, assez paradoxal, pardon, c'est que cette histoire entre cette mère, il y a le père aussi, mais bon, c'est surtout la mère et le fils, et là en toi depuis très longtemps, parce qu'il y a des choses qui te sont personnelles, donc depuis un certain temps. Et Oui. il y a aussi le fait que ce film, bien évidemment, comme je pense n'importe quel film, doit avoir aussi un peu une résonance avec la société d'aujourd'hui. Donc ça parle d'une Tunisie d'après la révolution du jasmin. Comment on fait pour faire en sorte, et là je parle à l'écrivain, au scénariste, et non pas au poète, parce que tu es aussi poète, et on va parler aussi de la poésie plus tard, ça c'est important. Comment on fait pour pouvoir poser sur papier ce qui nous est propre, donc qui est lié à un temps bien précis, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, voire même un peu plus, et ce qui s'est passé après la révolution du jasmin. Donc, mêler la grande histoire avec l'histoire personnelle en se disant que la Tunisie, peut-être d'avant, était différente que celle d'aujourd'hui ou pas, j'en sais rien. Comment tu fais? Tout simplement, j'ai puisé un peu dans mes souvenirs, dans les couleurs, dans les endroits, la texture des choses, et les sensations et les émotions des choses que j'avais ressenties à l'époque. Et j'ai trouvé que réellement, la Tunisie, profondément, n'a pas changé. Et au contraire, je trouve que le monde de la post-révolution est aussi violent, plein de fauves qui rôdent. La police, qui est quand même des personnages un peu dans le film, je veux dire, le monde, la corruption de la police, des thèmes, n'a pas vraiment changé. La même frustration qui est chez les jeunes, cette envie de croquer la vie à pleines dents, de vivre, de s'exprimer et d'essayer beaucoup de choses, la jeunesse, elle est toujours réprimée par le patriarcat, par la religion. Et du coup, je pense qu'au début, j'avais peur voilà, de raconter une histoire un peu passéiste, parce que les vrais événements que j'ai vécus, c'était au début des années 2000, entre 2000, 2003, 2004. Mais profondément, en faisant le tour de Tunis, des décors, je réalisais que la cité HLM que j'ai filmée dans le film où j'ai vécu n'a pas réellement changé. La couleur, elle est la même. Et je trouvais que voilà, je raconte aussi ma jeunesse et la blessure de la jeunesse de ma génération qui a fait la révolution, ça rejoint aussi la blessure de ces jeunes qui ont vécu la révolution, qui sont, voilà, quand la révolution a eu lieu, ils avaient 7-8 ans, et maintenant, 10 ans après, c'est l'âge un peu des personnages du film. Et je trouve que profondément, les choses n'ont pas vraiment évolué. Mais bien sûr, en tant que cinéaste qui vit dans l'instant, et voilà, un peu, tu connais un peu mon engagement vis-à-vis de la société, de la réalité tunisienne, et comment je suis habité par ce pays, que voilà, j'avais vraiment... c'était important pour moi de raconter l'histoire ici et maintenant, de parler de ces fauves, de la société post-révolution. Mais pour moi, profondément, la blessure et la plaie, elle est toujours ouverte, la mienne. Et du coup, ça rejoint un peu l'histoire de ces jeunes que j'ai fréquentés, pour qui j'ai écrit le scénario, le fait que j'ai développé le film avec les personnages, avec cette jeunesse-là, ces jeunes-là qui ont 20 ans moins que moi, ou bien 15 ans moins que moi. Enfin, à un moment donné, j'ai senti qu'on parlait le même langage et qu'on parlait des mêmes choses, avec la même intensité, avec la même envie voilà, de faire quelque chose d'organique, de viscéral, de bouleversant et de vrai. Et je trouve que profondément, j'ai écrit et j'ai réalisé un film d'aujourd'hui, quoi. Quand tu écris, est-ce que ça commence par une colère et donc ensuite cette colère finit par devenir une idée et donc un plan de cinéma, ou au contraire tu refuses cette colère dès le départ de peur que le film peut sombrer dans ce qu'on appelle le misérabilisme, le discursif, etc., etc. Je pense que profondément,
comme disait Louis-Ferdinand Céline, au commencement, c'était l'émotion. Pour moi, c'est l'émotion qui m'intéresse. L'émotion, c'est pas vraiment de l'horrible, c'est pas vraiment le sentimental. Non, non, je pense que l'émotion, il y a les sentiments, il y a des idées dans les sentiments aussi, disait Godard dans Pierrot le Fou. Il y a des idées dans tout cela. Et je pense que si on raconte la blessure d'une mère et le rêve qui s'écroule d'un gamin qui rêvait d'ascension sociale, ben, on raconte aussi des idées, on raconte aussi une classe sociale qui chaque fois a envie de changer, d'améliorer sa vie, ben, l'ascenseur social, il ne prend pas. Et le système qui utilise le capital, la police, la drogue, la rue, ben, il casse cette jeunesse, il casse ce rêve. Et je pense que profondément, je fais des films, je me rappelle d'une magnifique entretien avec Michael Cimino qui disait je fais des films sur des gens, en fait, sur les êtres, sur les individus. Je ne fais pas des films sur des statements, sur des notes d'intention. Je ne fais pas des films sur des notes d'intention. Je ne dis pas j'ai envie de dire. Non, non, je pense que le film raconte lui-même, invente son propre langage, invente sa propre manière de communiquer avec le spectateur, soit avec son âme, soit avec sa tête. Je ne sais pas, mais je sens chaque fois que le film est passé un peu partout dans le monde, je sens que l'émotion et l'universalité de l'histoire parlent aux gens. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. Il y a quelque chose aussi, c'est marrant que tu parles de Michael Cimino, parce qu'il y a aussi cette manière qu'il a d'installer une durée entre les personnages, et donc qui donne au film aussi une couleur dont tu parles, une couleur qui prend le temps, bizarrement. Et je trouve que plus on avance dans tes films, moi je me délecte de voir que tu prends beaucoup plus le temps. Ce film-là doit être dans les 1h55, 2h, peu importe, mais ça pourrait aller plus loin. Est-ce que ça c'est quelque chose de forcément anodin en toi, ou peut-être tu te dis maintenant j'ai envie d'aller encore plus loin là-dedans? Ah oui, c'est sûr. Enfin, même les courts-métrages duraient 30 minutes. Moi, j'aime installer le temps. J'aime les choses qui sont lentes, qui sont un peu comme la vie, en quelque sorte. Parce que j'ai l'impression que les films deviennent de plus en plus courts. On fait un film d'1h20. Pour moi, c'est inadmissible de faire un film d'1h20. Sur Tala, mon amour, j'étais tellement frustré parce que j'avais pas le final cut sur le montage et j'étais obligé de faire un film de 1h20. Pendant que moi, il y avait encore 1 heure de film, quoi. Il fallait vivre encore plus avec les personnages. Et mon amour pour les films de Piala ou de Keshish ou de Cassavetes, c'est parce qu'ils installent quand même une unité de temps incroyable. Il y a quand même, on sent qu'il y a ces films fleuves. J'ai toujours rêvé d'écrire des romans fleuves ou de faire des films fleuves, des choses qui restent, quoi. Et je pense que sur Amel et les Fauves, la durée idéale pour moi, c'était 3 heures. Et après, j'ai dû me battre avec mes propres démons et couper 1 heure parce que voilà, j'ai senti que peut-être le prochain, il fera 3 heures. Et voilà, je l'espère. Mais j'aime installer les choses, j'aime vivre avec les personnages et j'aime filmer la vie. J'aime filmer les choses de la vie, que les personnages dansent ou mangent ou se baignent à la plage ou s'aiment ou font l'amour. Enfin, moi, j'aime ça, j'aime ce côté-là dans le cinéma et je dois ça à Keshish peut-être, qui m'a beaucoup influencé, à Cassavetes que j'aime follement. Et le fait que Ralia Lacroix, la monteuse de Keshish, ait monté mon film, je pense que ça a beaucoup aidé à instaurer ce langage-là que j'aime, qui est mon propre langage. Tu es allé la chercher, pardonne-moi cette petite parenthèse, est-ce que tu es allé la chercher? Oui, moi j'adore Ralia, je trouve que c'est un personnage incroyable et le fait qu'elle ait monté les films que j'aime de Keshish, enfin les films les plus incroyables. Est-ce que tu l'as découvert comme moi dans Forever Mozart? Oui, moi pareil. Enfin, moi je la connaissais. Voilà. Dans Forever Mozart. Et après, je me suis rappelé qu'elle jouait dans le film de Moufida Tlatli, Paix à son âme, Moufida, la grande Moufida, Le silence des palais. Le silence du palais. Non, mais c'est elle est incroyable. Et puis voilà, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à ne pas avoir peur. Et elle m'a poussé à un moment donné à aller tourner des choses, faire des retakes, chose que les cinéastes détestent parce que déjà ça coûte de l'argent. Mais voilà, on a l'impression qu'on a déjà raté des choses ou qu'on n'était pas. Elle me dit, mais non, t'inquiète, tu sais, Abdel, il tourne des choses, il fait des retakes. Je dis, c'est super. Alors, si Abdel et si Cassavetes le fait, moi je le ferai alors. Et puis voilà, c'est une manière aussi d'exister de faire comme mes maîtres, un peu, je sais pas, les peintres
avaient des maîtres, ils les imitaient au début pour trouver leur propre style. Et moi, j'aime mes maîtres et je voulais faire des films comme eux. Je sens que je suis en train de trouver mon propre monde et mon propre style. Le film tourne autour de Amel, de son fils, c'est-à-dire donc de Afef Ben Mahmoud, la comédienne extraordinaire, mais c'est un pléonasme de dire comédienne extraordinaire concernant Afef, elle est aussi cinéaste, productrice. Et puis il y a le gars, il y a le jeune homme qui, je l'ai noté parce que j'ai peur de l'écorcher, Iheb Bouyahia, si je me trompe pas. Et moi, alors tu as une manière de les filmer parce que bon, ils sont très souvent pas forcément dans le même cadre, même si le dernier plan les fait rejoindre. Et tu as une manière de les regarder, je trouve qu'il y a une espèce d'équité dans ta manière de les regarder, alors qu'ils sont dans des situations qui sont extrêmement différentes, voire inconfortables. Donc, il y a deux questions. La première, c'est cette équité était-elle voulue? Et la deuxième question, vu que c'est une histoire qui prend des points d'ancrage dans ton histoire personnelle, je ne dis pas qu'elle est pleinement, mais qu'il y a des points d'ancrage. Donc, je ne peux pas ne pas te poser la question. Comment ça a été de filmer Iheb? Pour les filmer, j'avais besoin de trouver cette justesse, de trouver là où mettre la caméra, là où me positionner réellement. Et je trouvais que j'étais toujours proche, parce que j'aime beaucoup les gros plans, j'aime beaucoup le cinéma de corps à corps, en quelque sorte. Et, j'ai pas eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver le juste point de vue, en fait. Et j'ai senti que avec Afaf, je souffrais moins, parce que peut-être ce sont des choses que j'ai pas vécues, moi. Mais avec l'histoire de Moumen, ça n'a pas été facile, parce que voilà, je voyais des choses, je voyais des situations que j'ai vécues, je voyais la violence que j'ai fait subir, la violence que j'ai subie, et tous mes démons, voilà, ils sont ressortis. Et puis voilà, c'était vraiment. On répétait beaucoup, énormément, on faisait énormément de prises avec Ihab, parce que chaque fois, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et puis, j'étais pas vraiment très satisfait, et j'étais très très dur, j'imagine, avec lui. À un moment donné, il était hyper fatigué, parce que on répétait. J'essayais peut-être de l'épuiser pour sortir quelque chose d'organique, de vrai, de jamais vu, si je peux, si je peux oser le dire. On cherche toujours quelque chose d'original, d'intéressant. Et après, en visionnant le montage, j'ai réalisé avec Ralia et Afed, les monteurs, qu'en fait, il y avait énormément de choses avec Iheb, et que chaque fois on essayait, il sortait quelque chose de nouveau. Et ça donnait beaucoup de richesse dans le montage, parce qu'on s'est retrouvé avec des scènes qu'on n'a pas écrites, des choses qu'on a essayées. Moi, j'aime beaucoup improviser. Parfois, je trouvais qu'il y avait un peu de temps dans la journée, et je disais, si on danse, et parfois je les faisais danser pendant 2-3 heures sans arrêt, et on arrivait à avoir et à découvrir des choses un peu dans le personnage, que moi, peut-être un regard ou une rage ou bien une larme, il y a quelque chose qui venait, et ça me faisait vraiment plaisir de découvrir qu'on peut fabriquer, que le cinéma peut devenir parfois, je dirais, je me rappelle de Michel Chian qui parlait de Usac, de Nouri Bilge-Ceylan, qui disait ça devient de la vidéosurveillance affective. Et je trouve ça très intéressant, parce que c'est vrai, on a l'impression, et je pense que Keshish, dans ses derniers films, dans tous les maktoubs là, qui sont pour moi très très intéressants, il puise dans ça. Il cherche un peu à filmer et de chercher quelque chose du réel, qu'il n'a pas imaginé. Voilà, peut-être on veut abandonner peut-être la mise en scène, ou peut-être c'est l'extrême de la mise en scène, je ne sais pas, je me demande, je me pose des questions sur ce style, mais je trouve que ça m'a donné des moments très riches en émotions, et voilà, ambigus parfois. Et je pense que l'ambiguïté est souvent intéressante au cinéma. Est-ce que tu continues à composer des poèmes? Je continue, beaucoup, pas comme avant, pas comme pendant la Révolution, ou juste après la Révolution, où j'étais très engagé dans la réalité politique, mais je pense que oui, je compose des chansons. Voilà. Et donc, est-ce que ce rythme-là, cette musicalité-là t'aide aussi quand tu composes tes propres films?
énormément parce que même pendant le tournage, je cesse de penser au cinéma. Enfin, je suis tellement habité par le cinéma que je n'ai pas vraiment besoin de voir des films ou bien de penser au cinéma, mais j'aime beaucoup lire des poèmes la veille des tournages, peut-être dans les jours de pause, avant d'aller au montage. J'aime beaucoup la poésie, mais une connexion incroyable avec la poésie. Je me rappelle que pendant le tournage, je lisais beaucoup de poèmes de Baudelaire, d'Apollinaire aussi. Peut-être il y avait quelque chose, peut-être j'avais besoin de cette musicalité, de ce rythme, mais aussi de cette profondeur émotionnelle. Je pense que j'avais besoin de chercher ça dans les mots. Et puis voilà, les mots, les scénarios aussi, c'est des personnages, c'est des mots, et après ça devient des images. Et c'est aussi la magie du cinéma qu'on puisse fabriquer des images de quelques phrases, de quelques idées. Voilà, je trouve ça intéressant. Amel et les Fauves, donc c'est un film, il sort aujourd'hui, le 26 avril, et dans les bonnes salles, comme on dit. Il faut aller absolument le voir. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la bande-annonce. J'espère en tout cas que Mehdi reviendra sur la chaîne pour qu'on prenne plus de temps pour le coup, parce qu'il faut aussi parler de ses précédents films et comprendre comment ça se fait que... Enfin, si Amel et les Fauves existent, c'est qu'il y a aussi eu les précédents films, et c'est parce qu'on a dit 2-3 petites choses sur le cinéma de Mehdi, et il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps entre plusieurs tournées pour nous parler de ce film, et puis longue vie à ton film. Merci à toi. Merci Samir, au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my